j'ai pas envie de me réveiller à 40 en me disant que je suis passé à côté de quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Si on oublie la profession, quand tu vois toutes ces choses-là, ça te permet de comprendre un peu plus la vraie vie en dehors de chez toi. Tu vas devant le tribunal, tu sais pas comment ça fonctionne. J'étais beaucoup attiré par cette capacité d'expliquer l'avenir en comprenant le passé. J'étais le cliché de l'étudiant en droit idéaliste qui veut aller défendre la veuve et l'orphelin. J'ai un enjeu d'abus, disons, dans ma résidence où mes enfants, j'ai l'impression de me faire voler et tout ça. Ça nous a permis d'intervenir sur des cas très, très précis. Depuis 2020, 364 mandats d'emprisonnement ont été donnés contre des personnes qui avaient donné cette adresse-là comme refuge. La Ville a par la suite fait annuler par voie de certiorari devant la Cour supérieure, a fait annuler 2000 mandats d'emprisonnement au bout du compte qui étaient irréguliers selon eux, puis ils ont demandé à la Cour de les annuler. Bonjour Julien, merci d'être parmi nous. Merci. Pour commencer, j'aimerais savoir d'où est-ce que tu viens, puis où est-ce que tu as étudié et qu'est-ce qui t'a apporté vers le droit? J'ai un parcours, j'ai commencé mes études universitaires, à tout le moins en histoire. Je suis un grand passionné d'histoire dans la vie. J'étais beaucoup attiré par cette capacité d'expliquer l'avenir en comprenant le passé. C'est des études que j'ai beaucoup apprécié faire. J'adorais l'histoire, mais je voyais peu de débouchés professionnels. Il me manquait quelque chose à ma conception de ma vie professionnelle. Je voulais avoir un métier dans la vie, essentiellement, parce que comme beaucoup de monde à 18-19 ans, tu ne sais pas nécessairement ce que tu veux faire dans l'avenir. Mais moi, ce que je savais, c'est que je voulais avoir une valeur sûre dans laquelle j'allais pouvoir être sûr de toujours trouver un métier, de trouver un emploi qui me stimulerait. Et le droit s'est un peu imposé de cette façon-là. J'étais à McGill en histoire. Ensuite, je suis allé à l'Université de Montréal en histoire, mais là, c'est comme si j'étais rendu en dissociation. Je n'étais plus dans cette volonté-là de poursuivre mes études en histoire. Donc, je me suis inscrit en droit. Je ne voulais pas attendre à l'automne. J'avais déjà été admis en droit après le cégep à l'Université de Montréal. Et là, j'étais rendu à l'automne, puis là, le temps pressait. Là, je voulais rentrer. Et à l'UQAM, ils admettaient à l'hiver. Donc, c'est une décision purement utilitariste. Je suis rentré à l'UQAM en droit à l'hiver 2009. Et ça a été le début d'une très belle aventure. Cette coïncidence-là a fait en sorte de modeler le reste de ma vie professionnelle encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette décision-là, je crois, a été une des plus fondatrices et une des meilleures de ma vie, je dirais. Puis comment tu as trouvé ça, passer du bac en histoire à bac en droit dans une autre université différente? Au début, l'université m'importait peu. Les études en droit, il faut savoir que il y a beaucoup de recoupements entre toutes les universités. Il y a des approches différentes d'une université à l'autre. J'aimais beaucoup celle de l'UQAM parce qu'il y avait... j'ai toujours eu un désir... j'étais le cliché de l'étudiant en droit idéaliste qui veut aller défendre la veuve et l'orphelin. Aller en droit, pour moi, c'était remplir des idéaux. Et à l'UQAM, il y avait beaucoup d'offres d'implication dans plein d'initiatives différentes. Donc, dès que je suis arrivé, je me suis impliqué dans la clinique juridique de l'UQAM. On donnait des consultations juridiques, mais avec le peu de pouvoir qu'on avait comme étudiant en droit, c'est-à-dire, et surtout le peu de connaissances, là, je vous dirais, c'est bonne chance d'avoir une vision totale d'un dossier en première année de droit, mais on était supervisé par des avocats et tout ça, et c'était très formateur, et pour moi, ça mettait en pratique ce que je trouvais, quand je suis rentré, la différence entre l'histoire et le droit. L'histoire, c'est animé, c'est vivant. Il y avait quelque chose qui me stimulait naturellement là-dedans. En droit, ça peut être très aride quand on rentre. Juste rentrer dans les livres, la longueur des lectures, c'est quelque chose qui peut... et tu ne vois pas nécessairement la mise en pratique quand tu étudies dans un livre. Alors, l'implication m'a permis justement de voir, OK, voici à quoi ça sert.
l'état de droit dans lequel on vit, les lois sont ainsi faites de manière à ce que le citoyen puisse les utiliser. Et la contrepartie de ça, c'était que j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait d'énormes enjeux d'accès à la justice au Québec, mais aussi en Amérique du Nord. Les régimes d'aide juridique, dans ce temps-là, il fallait être quasiment sur l'aide sociale pour pouvoir avoir accès à un avocat payé par l'aide juridique. Les tarifs n'avaient pas été indexés depuis les années 80. C'était un petit peu... bref, il fallait quasiment vivre dans la rue pour pouvoir avoir accès à des services de l'aide juridique. Et ça a été quelque chose qui m'a habité dès le début de mes études en droit. OK. Puis dès que tu es rentré en droit, tu savais que comme un objectif, c'était, en grand guillemets, de changer le monde, puis ça t'est resté avec toi durant tout le bac. Est-ce que tu as été tenté vers d'autres domaines quand même, droit corporatif? Je sais que beaucoup d'étudiants, on rentre avec l'idée de changer le monde, finalement, on s'enligne vers autre chose. En fait, j'ai pris tous les cours possibles qui abordaient des enjeux sociaux particuliers. Puis à l'UQAM, c'était bien pour ça. J'ai pris un cours de droit psychiatrique. Mettre quelqu'un en contention, c'est encadré par des lois, par le Code civil notamment, mais droit psychiatrique, il y avait un cours de droit des femmes où à mon plus grand bonheur, la prof trouvait ça drôle. Premièrement, je crois qu'on était 2 gars dans le cours à ce moment-là. Mais dans le plan de cours, on était des étudiantes. Et je dois dire que j'aimais ça. Je trouvais que c'était comme un pied de nez au patriarcat, un pied de nez à cette vision qu'on a toujours vu que les hommes dominaient le système juridique, alors que dans les faits, même en 2009, quand on rentrait à l'université, la majorité de mes collègues, c'était des femmes. Puis là, on le voit dans la profession aujourd'hui aussi. Donc, c'est une petite anecdote comme ça. Bref, j'ai fait tous les cours obligatoires, comme tout le monde. Mais je suis rentré très vite dans l'application, dans le concret. J'ai rencontré à ce moment-là celui qui est encore mon partenaire aujourd'hui, Marc-Antoine Cloutier, lui, était très impliqué en politique dans ce temps-là. Et dans le cours on s'est rencontrés dans le cours de droit social. Allons-y, tant qu'à être cliché, on s'est rencontrés dans le cours de droit social où on nous a enseigné les enjeux d'accès à la justice au Québec. Et on s'est dit, pourquoi on ne partirait pas une clinique juridique qui irait au-delà de simplement être gérée par des étudiants, où on pourrait vraiment donner accès à un avocat pour les personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais qui, en gagnant 25 000 par année, en étant mère monoparentale, aller payer 300 $ de l'heure pour un avocat, ce n'était pas nécessairement réaliste. Et c'est là a germé cette idée de Jury-Pop qu'on a démarré, à la fin de notre première session en droit à l'UQAM. Ça a été très, très vite. Donc, je dirais que mon expérience universitaire s'est passée beaucoup à Jury-Pop, finalement. J'ai étudié à Jury-Pop, j'ai révisé mes examens à Jury-Pop, j'ai fait tout ça en parallèle. C'était bénévole à ce moment-là. On savait pas, on était... on se disait, on mise le tout pour le tout. On n'a rien à perdre. On était des étudiants en droit. Puis, c'est là que ça a démarré. Un petit peu, ouais. Puis c'est quoi que Jury-Pop faisait? Donc, tu l'as parlé tantôt, le manque d'expertise que tu peux avoir à la fin de ta première année se reflète dans les services que tu peux donner, mais tu commences Jury-Pop à la fin de la première session. Donc, quel genre de service est-ce que tu donnais vraiment au début de Jury-Pop? Moi, personnellement, j'ai participé à des consultations juridiques, mais la première chose, ça a été d'embaucher une avocate. Maître Louise Boyd, qui était une avocate qui avait 30 ans d'expérience et qui voulait ralentir. Et donc, elle nous a dit, écoutez, vous avez ouvert un poste pour 5 jours. Moi, je vous faites une règle de 3, je vous offre 3 jours par semaine, puis advienne que pourra. Elle s'est ramassée finalement à travailler beaucoup plus que 3 jours par semaine. Elle est embarquée les 2 pieds dans cette aventure-là avec nous. Et à partir de là, les dossiers sont arrivés quasiment jour 1. Là, et c'était déjà frappant de voir. La clinique juridique Jury-Pop, pour la petite histoire, a d'abord été établie à Saint-Constant. C'est de là que venait Marc-Antoine,
le loyer était moins cher à Saint-Constant, évidemment, qu'à Montréal. Et les gens faisaient aller de Montréal à Saint-Constant, surtout dans le temps, il y avait la réfection du Pont-Mercier, il y avait et ça prenait une bonne heure, tu sais. Et puis y aller en transport en commun, c'était encore plus compliqué, mais les gens se déplaçaient jusque-là pour avoir accès à un avocat qui leur serait accessible sur le plan monétaire. Au début, les services étaient entièrement gratuits. Donc, on prenait, la première année, on a peut-être pris 20 ou 30 dossiers parce qu'il y avait des limites physiques à ce qu'on pouvait faire. Mais on avait déjà des listes d'attente. Et à partir de là, qu'est-ce que je pouvais faire comme étudiant? Bien, moi, j'ai participé à vraiment rencontrer des gens qui étaient aux prises avec des problèmes juridiques sérieux. Un problème en droit familial, ça concerne la garde de tes enfants. Ça concerne une situation économique. Si tu ne sais pas comment aller chercher une pension, si tu n'as pas les moyens d'être représenté parce que ton ex refuse de verser la pension, puis tu vas devant le tribunal, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, ça m'a permis de participer à des dossiers hyper concrets dès le début qui avaient un effet, je veux dire, direct sur la vie économique de ces personnes-là. Et c'est là que j'ai réalisé le pouvoir qu'avait le droit dans notre société et que c'était un pouvoir sous-utilisé parce qu'il n'était pas accessible et qu'il n'y avait pas de mesures, mis à part l'aide juridique qui n'avait pas été réformée depuis 40 ans, qui avait un pouvoir qui avait été sous-utilisé, si on veut. Puis, donc ça m'amène une belle question. Tu avais trop de mandats quand tu as commencé, tu disais. Comment tu as fait pour les trouver, ces mandats-là? Comment tu as fait pour que le monde sache que Jurypop existe? Écoute, on a fait un lancement, puis les journaux locaux sont venus. Puis de fil en aiguille, les gens nous trouvaient sur Internet. Quand tu cherches sur Google, l'avocat gratuit et tout ça, puis on s'est mis à être référencé de plus en plus sur Google. On n'avait pas besoin de beaucoup de publicité, pour vrai. Puis c'était la même chose, ça dit, pour la clinique juridique de l'UQAM. Je suis sûr que c'est la même chose pour les autres cliniques universitaires aussi. Les gens sont désespérés pour trouver des solutions de représentation accessibles. Et ça fait en sorte que c'était pas un enjeu d'avoir des clients, c'était un enjeu, cela dit, de grossir et de se financer. Parce qu'on avait une petite subvention d'un centre local de développement. On a fait une levée de fonds de 5 000 $ cette année-là, si je me souviens. On avait une avocate, 2 employés, puis Marc-Antoine et moi et les autres cofondateurs qui gravitaient autour, on était entièrement bénévoles. Et je sais toujours pas comment j'ai fait. Je crois que j'ai pris une marge de crédit ou quelque chose parce que il fallait bien que je continue à manger aussi. J'ai eu une job en même temps que mes études à temps plein. Et j'avais une job la fin de semaine. Je faisais Jurypop la semaine en plus des études à temps plein. Et j'ai contemplé, j'ai frôlé le burn-out beaucoup trop tôt dans ma carrière, je vous dirais. Mais c'est vraiment impressionnant. Donc, Jurypop, ça a été créé avant même que tu fasses ton barreau, fait qu'avec Marc-Antoine, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Puis... Mais aussi Catherine Pelletier, pour ne pas les nommer, Marie-Ève Trudel, Ariane Bouchard, ben des gens qui avaient le même rêve que nous autres. Ça se fait vraiment pas tout seul. Marc-Antoine et moi, on est ceux qui sont restés le plus longtemps. Là. Moi, je suis resté 8 ans, lui 10. Mais c'est ça. Je tiens à mentionner ces personnes-là aussi parce qu'elles ont été vraiment très, très importantes aussi. Ben oui, je comprends. Vous n'aviez pas fait quelque chose dans le métro? Oui, ça, c'est venu bien plus tard. C'est venu en 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais du défi de financement, c'est là que c'était un énorme défi parce que ça, c'est une réalité pour les organismes communautaires au Québec. Le financement, si tu n'es pas déjà rattaché à la mission d'un ministère, comme le ministère de la Santé ou le ministère des Aînés et tout ça, et si tu n'as pas un financement récurrent qui est déjà signé avec l'État, mais ce qui reste, c'est du financement par projet. Il y avait quelque chose de stressant, le financement par projet, parce que tu n'es jamais sûr d'obtenir le financement. Il y a quelque chose d'extrêmement stimulant aussi, parce que ça te force à être créatif, à développer des nouvelles idées
pour faire en sorte d'aller chercher du financement pour des projets particuliers qui rentrent dans la mission. Les cliniques dans le métro, c'était l'aboutissement de beaucoup d'autres projets qu'on avait faits sur le terrain. Tout ça a commencé on a commencé avec une caravane des aînés où on allait dans les résidences pour personnes âgées avec un avocat, puis non seulement on donnait une conférence, mais on donnait aussi des consultations juridiques confidentielles et gratuites sur les lieux même de la résidence, qui permettait à ces gens-là non seulement d'en apprendre sur leurs droits, mais aussi de pouvoir poursuivre la conversation. Puis là, j'ai un enjeu d'abus, disons, dans ma résidence où mes enfants, j'ai l'impression de me faire voler et tout ça. Ça nous a permis d'intervenir sur des cas très, très précis de gens qui étaient aux prises avec des problèmes juridiques assez sérieux. Et quand on a vu les effets de ce projet-là sur les personnes, on est comme, on peut le faire on peut le faire ailleurs, on peut le faire à peu près partout. Et un concours de circonstances, on a rencontré les gens de la STM en même temps qu'on a rencontré les gens de MaTV. Alors, écoutez, il y a des hasards qui se font dans la vie comme ça. MaTV, on avait déposé un projet d'émission de télé, attention aux jeux de mots plates, mais qui s'est appelé Avocat. C'était mon idée, j'en suis désolé. Affaires juridiques, puis on parlait de cas de personnes qui ont eu des enjeux juridiques. Avocat. Je l'avais dit en joke en réunion de production, mais finalement, ils l'ont... Ça a collé. On a fait 2 saisons et on cherchait un moyen non seulement de promouvoir l'émission de télé, mais aussi de la mettre dans le concret des gens. Et ça a été une idée folle qui perdure encore aujourd'hui, mais j'ai dit, pourquoi on ne ferait pas une clinique juridique pendant l'hiver dans le métro de Montréal, métro Berry-UQAM. La STM a adoré le concept. Ils se disaient, oui, bien sûr. Puis MaTV aussi. On a mis les télés avec des extraits de l'émission. On a mis des espaces confidentiels. On a lancé ces cliniques-là. Ça a fait... il y avait tellement quelque chose de fort dans dire on met des avocats puis des notaires dans le métro de Montréal en plein hiver. Il faut savoir aussi que quand... tu es en plein hiver, tu as des courants d'air. Tout le monde était en manteau d'hiver. Il faisait froid. Et on était vraiment comme dans des conditions de brousse. Mais croyez-le ou non, la première journée où on a lancé ça, on a dû refuser des gens. Il y a des gens qui sont venus attendre 3 ou 4 heures en ligne dans le métro Berry-UQAM pour avoir une consultation de 15 à 20 minutes avec un avocat ou un notaire. Il fallait gérer le trafic. Des gens j'avais rencontré quelqu'un. Oui, moi, je suis venu de Sainte-Adèle en autobus pour rencontrer un avocat de Sainte-Adèle en autobus. Je veux dire, vraiment juste pour cette consultation-là, ça nous a mis dans la face les enjeux énormes d'accès à la justice et à quel point les gens étaient désespérés pour trouver des ressources qui leur seraient accessibles. Alors, cette première année-là, on l'a fait 5 semaines de suite. On devait refuser des gens à chaque fois parce qu'on avait juste 5 heures par lundi. Et ça a été un énorme succès qui perdure encore à ce jour. Il y a encore des cliniques dans le métro que Jurypop fait aujourd'hui. Un projet qui a encore manifestement toute sa pertinence. Et je dois dire que c'est un des projets qui a été le plus stimulant à faire parce que ça nous a... il y a plein d'avocats, de notaires bénévoles qui nous écrivaient à chaque année. Je veux y participer. Des étudiants en droit aussi qui venaient aider à gérer le trafic et tout ça. Et c'était une belle communion entre des personnes qui ont des besoins puis des professionnels du droit qui cherchent eux aussi à sortir de la proverbiale tour de verre, là, et j'ai toujours eu... j'ai toujours refusé cette expression-là, c'est-à-dire de dire que les avocats, ils pensent juste à leurs intérêts et tout ça. C'est pas vrai. Et cela dit, il manquait de véhicules pour qu'ils puissent s'impliquer, des véhicules efficaces. Donc ça, c'en a été un, puis c'était vraiment une très belle expérience. D'ailleurs, s'il y a des étudiants en droit qui cherchent une implication, ce genre d'implication-là est vraiment bénéfique sur le plan de ta carrière, de ton autonomie professionnelle aussi, mais aussi pour le futur du rôle que tu vas jouer dans la société plus tard en tant que juriste. Ça développe aussi l'humanité. Ouais. Si on oublie la profession,
quand tu vois toutes ces choses-là, ça te permet de comprendre un peu plus la vraie vie en dehors de chez toi. Tu as dit que c'était en 2014, le métro. En quelle année est-ce que Jury-Pop a été fondé? 2014 ou 2015, je me souviens plus de la date exacte, mais Jury-Pop a été fondé en 2009. OK, Ouais. Donc c'est quand même plusieurs années après le début. Oui, parce qu'il faut savoir que pour aller chercher des subventions, c'est toujours la première qui est la plus difficile à aller chercher. Après ça, c'est là que les organismes subventionnaires, tu as déjà fait ce projet-là, OK, on peut te faire confiance pour l'autre, puis là, ça fait un peu une boule de neige. Ça prend du temps. Ça prend du temps avant de s'installer, puis c'est beaucoup de jus de bras là, avant d'arriver à aller chercher... aller chercher assez de subventions. Le budget de Jury-Pop, quand on a commencé, était de 75 000 $. Aujourd'hui, il est rendu, je ne sais pas, en fait, je ne suis plus là, mais à plusieurs millions de dollars. Ils sont 40 employés. Et c'est, je veux dire, c'est l'effet boule de neige, puis la confiance des organismes a fait en sorte que ça a perduré dans le temps. Puis ça, on en est très fiers, évidemment. Très cool. Tu as mentionné que tu n'es plus là. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais que tu as fait quelques petits trucs après Jury-Pop pour te rendre ici aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de tourner la page sur Jury-Pop? La première chose, c'est après 8 ans, j'ai été directeur exécutif, j'ai été directeur général de l'organisme. Et après 8 ans, j'étais rendu à 27 ans. Je te dirais que c'est une job très éreintante. Mais aussi, je sentais que j'avais cette idée qu'un organisme doit survivre à ses fondateurs. Et pour survivre à ses fondateurs, il faut renouveler le sang de l'organisme. Et moi, j'avais personnellement d'autres ambitions professionnelles aussi. Je voulais découvrir autre chose. Ça faisait 8 ans que j'étais là. Je ne voulais pas dire que j'avais fait le tour, parce que tu ne peux jamais faire le tour de toutes les possibilités que ça offre. Mais j'avais besoin de m'épanouir ailleurs. Et par ailleurs, je voulais pas. Je suis rentré au barreau du Québec à ce moment-là comme conseiller spécial en accès à la justice. Je travaillais avec le bâtonnier Paul-Mathieu Gondin dans ce temps-là, qui avait une plateforme, qui s'était fait élire sur une plateforme très forte en accès à la justice et à laquelle j'adhérais beaucoup. Et j'ai fait 2 belles années au barreau du Québec par la suite. J'avais besoin de ce changement-là, de ce changement d'air qui a été fortement bénéfique. Et par ailleurs, je ne suis pas du genre... je voulais pas rester... je voulais pas m'accrocher, genre rester sur le CA et tout ça, dans le sens, je n'étais pas... je crois qu'il y a un bénéfice pour une organisation de se renouveler. Et personnellement, je croyais sincèrement avoir tout donné à cet organisme-là. Et ça a fait en sorte que j'ai laissé le bébé voler avec ses nouveaux parents. Et Sophie Gagnon a fait un travail extraordinaire là-dessus. Je crois que la fierté qu'on puisse avoir d'avoir un organisme survivre au départ, parce qu'il faut savoir que c'est tellement de sacrifices, c'est un très petit salaire pendant longtemps aussi. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont réalisé le rêve que j'avais dans le temps, c'est-à-dire tu peux envisager de faire une carrière chez Jury-Pop. Ils ont des salaires conséquents. Ils ont c'est plus la santé financière est assurée maintenant. Donc, c'est pour ça. Et par la suite, donc c'est ça, au barreau du Québec où j'ai travaillé sur je suis allé jusqu'à la commission Vient sur la relation des Autochtones avec certains services publics. J'ai rédigé le rapport du barreau là-dessus. Ça m'a permis d'explorer d'autres enjeux sociaux qui me tenaient à cœur. Et ça a été vraiment aussi une super expérience là, de faire ça. Je suis allé jusque dans le Grand Nord, au Nunavik, aussi avec une tournée de Pro Bono Québec, où justement, c'était des cliniques juridiques qu'on faisait, mais dans le Grand Nord, avec des enjeux juridiques que vous ne pouvez même pas imaginer. As-tu des exemples? Oui. Il faut savoir que construire dans le Grand Nord, il faut savoir premièrement que les Inuits étaient d'abord un peuple nomade qui vivait depuis des millénaires
selon leur tradition, leurs principes, ils vivaient de la chasse, de la pêche. Et dans les années 60, l'État est arrivé et les a un peu sédentarisés, si on veut. C'est une explication très rapide pour un enjeu autrement plus complexe, mais essentiellement en les sédentarisant, mais ils sont devenus, on les a rendus à peu près complètement dépendants de l'État. Ils ne pouvaient plus vivre selon leurs coutumes traditionnelles, la chasse, la pêche, ou à tout le moins beaucoup moins, étant donné que c'est rattaché à un type de vie nomade, ce genre de mode de vie. Et par la suite, mais il fallait les loger, ces gens-là. Et construire dans le Grand Nord, c'est très, très compliqué. Tout doit venir par bateau. Tu as une fenêtre de construction d'environ 2 à 3 mois par année pendant l'été. Il faut que tu creuses dans le pergélisol. Donc, il n'y a pas assez de logements. Il y a un fort taux de natalité, pas assez de logements. Donc, j'ai des gens qui vivent à 9 dans un 3,5. C'est pas une chose rare là-bas. Il y a des gros enjeux sociaux. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans le Grand Nord. Ce qui fait, bref, il y a beaucoup, ça crée beaucoup d'enjeux juridiques, essentiellement. Donc, cette tournée-là visait à au moins les soulager un petit peu de certains enjeux. Et puis, le genre de situation qu'on a vu là, c'est qu'on se dit, mais voyons, on verrait ça dans le Sud, ça ferait les manchettes. As-tu des exemples concrets? Des exemples... L'insalubrité, on a noté un retour de la tuberculose dans le Grand Nord. Des personnes disparues, le taux de suicide, j'en ai parlé, mais aussi si ta maison, disons, j'avais entendu l'histoire d'une voiture qui avait pris feu à côté d'une maison et la maison a brûlé. Mais c'est où que tu loges ces personnes-là par la suite, puis aussi la responsabilité de qui, le fait que tu aies perdu tous tes biens, et etc. Et on se sentait, des fois, on pouvait se sentir démunis aussi par rapport à ce qu'on pouvait faire, pour eux. Et encore une fois, l'État est hyper présent là-bas et c'est un petit peu c'est par là que tout doit passer, si on veut. Je vois. Puis, dans ce domaine-là, beaucoup plus axé sur l'accès à la justice, on voit des cas plus lourds. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué en particulier, que tu es à l'aise de partager? Évidemment, je ne peux pas rentrer, secret professionnel oblige. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la majorité du temps que j'étais à Juripa, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais c'était les enjeux en droit familial qui étaient les plus importants. Il faut savoir qu'en droit familial, c'est quelque chose qui touche ton intimité, probablement un des domaines de droit qui touche premièrement le plus grand nombre de personnes dans une société où on se sépare de plus en plus, où il y a de plus en plus d'enjeux de garde d'enfants, mais aussi où les personnes sont dans des états d'esprit où l'avocat devient non seulement un juriste, mais aussi un psychologue. Une chicane de famille, ça ne relève pas nécessairement du droit, mais ça a des conséquences juridiques assez importantes. Donc, je dirais que les interventions en droit familial qu'on a fait, c'est celles qui ont eu le plus d'impact, ne serait-ce que parce que quand tu vas chercher une pension alimentaire, ben ça améliore ta situation socio-économique. Ça te permet peut-être de te payer un appartement qui ne soit pas insalubre, dans lequel tes enfants vont grandir. Et donc, ça a des effets sur la santé publique. Et puis, ils ont calculé... C'était une étude qu'on citait très souvent dans le temps, mais que c'est des chercheurs qui avaient calculé que investir $1 dans des services d'aide juridique rapportait $6 en termes de bénéfices sociaux sur la société. Parce que des personnes dont les droits sont respectés, ça veut dire un logement moins salubre, moins de visites aux urgences, quelqu'un qui va pouvoir être plus productif au travail. Tout ça est lié un petit peu. Donc, je dirais, des cas particuliers, il y en a eu beaucoup, mais de manière générale, l'impact en droit familial, c'est ce qui m'a marqué le plus. OK. Puis, pour revenir un peu plus sur ton parcours, dans le fond, tu as fait ton bac en droit, puis après ça, tu as fait ton barreau toujours chez Juripop. Puis,
quelques années plus tard, tu es rendu chez Trivium aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, en fait, là, aujourd'hui, je suis chez Trivium, mais j'ai fait un bref passage. J'ai fait 3 ans à Radio-Canada aussi, OK. en journalisme, parce que j'ai toujours voulu être journaliste. J'étais un grand fan de Tintin quand j'étais petit. Je les connais tous par cœur. Je les relis encore aujourd'hui. C'est cette idée de reporter, de débusquer des coquins, me parlait beaucoup et j'avais toujours rêvé de l'être. Il faut dire que j'ai des journalistes dans ma famille. Ça me coulait un petit peu dans le sang. J'ai passé mon enfance à Radio-Canada et je me suis dit, après être passé par le barreau, je suis retourné au privé dans un cabinet qui s'appelle Novum Légal, que j'ai bâti et que j'ai dirigé pendant 2 ans. C'était un cabinet qui était basé justement sur la mutualisation du risque juridique. Donc, dans le fond, les membres de groupes, par exemple, de syndicats ou d'associations étudiantes et tout ça, en payant un frais par membre par année, avaient accès à un panier de services, qui est un excellent modèle pour l'accès à la justice, d'ailleurs. Oui. J'ai une question là-dessus. Si on le regarde d'un point de vue business, on pourrait prendre la position que tu vas avoir quelques personnes qui vont dépenser le 20 $ par mois puis qui vont t'appeler à tous les jours. Tu vas avoir beaucoup de monde qui vont le dépenser puis qui vont juste t'appeler une fois de temps en temps quand c'est urgent. Mais rendu là, tu vas être trop occupé à répondre aux questions, j'ai pas envie de dire inutiles, là, mais des personnes qui vont peut-être profiter du bas coût. Est-ce que tu voyais ça? Si oui, comment est-ce que tu as fait pour pallier à... Très peu, étonnamment, parce que c'est évidemment une considération qu'on avait dans le temps, mais qui était calculée sur la base de calcul de risque, comme les compagnies d'assurance le font. Pour les quelques... Il va toujours avoir des gens qui vont vouloir essayer de profiter un peu plus qu'ils devraient d'un service, mais c'était étonnamment peu, ils étaient étonnamment peu nombreux. Okay. C'est un modèle qui fonctionne encore très bien aujourd'hui et qui est basé et dans le fond, l'objectif, on avait récolté beaucoup de données, puis le plus de données on récoltait, le plus on était en mesure de pricer, pour utiliser un mot anglais, de donner un prix au service qui allait être donné. Et le fait de le répartir sur l'ensemble d'un groupe, évidemment, ça permettait, je veux dire, personne ne va rechigner. Moi si je pouvais verser, je ne sais pas, 10 à 15 $ par année pour avoir accès à tel panier de services, selon tel. On sait qu'une cause, disons, en droit du logement, c'est X heures devant le tribunal, X heures de rédaction. Donc, ça fait en sorte de rendre ça très prévisible et en utilisant le taux d'utilisation du service, bien, ça permet de bâtir un modèle qui fonctionne et ça fonctionne. C'était très stimulant de voir que ça peut fonctionner. C'est un beau laboratoire. Mais à 32 ans, j'avais encore ce rêve d'être journaliste, puis j'étais comme, OK, là, j'ai 32 ans. J'ai pas envie de me réveiller à 40 en me disant que je passais à côté de quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai pris la première opportunité qui s'est offerte à Radio-Canada. Je suis rentré dans la salle des nouvelles, un poste de mise en onde. Je suis passé de directeur général à employé, là, syndiqué d'un coup, et j'ai appris comment faire un bulletin de nouvelles et tout ça. Et par la suite, il y a une ouverture à Ottawa, un poste qui s'ouvrait de journaliste sur le terrain, cette fois à Ottawa. Donc, j'ai déménagé à Ottawa pour aller pratiquer le journalisme sur le terrain et j'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment une expérience extraordinaire. J'ai 2 questions. Oui. Est-ce que Novum roule encore? Oui, absolument. Fantastique. Absolument. Et est-ce que tu as découvert des vilains? Est-ce que tu as été capable de faire des reportages qui découvraient exactement c'est quoi qui s'est passé sur la Lune? Oui. On le sait ce qui s'est passé sur la Lune. Je suis rentré avec un gros bagage de connaissances sur les enjeux sociaux et je l'ai mis à profit dès que je suis arrivé là-bas.
Et le gros enjeu qu'il y avait à Gatineau, croyez-le ou non, mais c'était l'itinérance. L'itinérance a explosé à Gatineau dans les dernières années. Il faut savoir que la ville est au confluent, est entre Toronto et Montréal, et est à côté d'Ottawa, qui a déjà un problème d'itinérance assez important. Et elle avait, si je me souviens bien des chiffres, elle avait quintuplé à Gatineau en 2 ans. Était passé de 200 personnes en situation d'itinérance à plus de 800. Et le tout en 2 ans. Et il y avait littéralement un campement de personnes qui habitaient dans des conditions absolument abjectes au bord d'un ruisseau. Et j'avais entendu parler à travers des personnes, des experts en droit de l'itinérance, qu'il y avait un gros problème d'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Il faut savoir que quand tu es en situation d'itinérance, tu vas avoir des amendes municipales pour avoir flâné, pour avoir uriné dans un endroit public. Évidemment, on ne tient pas compte du fait qu'il n'y a pas de toilette publique, d'avoir été ivre sur la voie publique. Des amendes qui ne sont pas criminelles. C'est vraiment des infractions municipales qui... mais tu as des gens qui se retrouvaient avec des milliers de dollars d'amendes impayées parce que tu es dans la rue. Est-ce que tu vas vraiment te soucier de payer ta contravention de 300 dollars pour des contraventions souvent qu'ils oubliaient et finalement qui ne payaient pas? Il y avait une pratique à la Cour municipale de Gatineau. On m'avait dit qu'il y a des mandats d'emprisonnement qui existent, alors que la loi a changé en 2020 pour interdire les emprisonnements pour non-paiement d'amende si tu n'as pas les moyens de payer. Puis dans la rue, tu n'as pas les moyens de payer des amendes municipales. Et c'est une peine cruelle et inusitée que d'emprisonner quelqu'un pour des infractions pour lesquelles vous et moi ne serions jamais emprisonnés, là. Mm-hmm. Alors, j'ai cherché, je ne savais pas par quel bout le prendre pour aller trouver les informations. J'ai finalement j'ai eu le flash de la question, j'ai posé la question à la ville, combien de mandats d'emprisonnement ont été émis à des personnes qui ont donné pour adresse, lorsqu'elles se sont fait arrêter, qui ont donné pour adresse le refuge, le Gétami. Et j'ai attendu les résultats et ils m'ont dit, depuis 2020, 364 mandats d'emprisonnement ont été donnés contre des personnes qui avaient donné cette adresse-là comme refuge. Tu as dit depuis 2020, puis c'est en quelle année que tu as demandé ou que tu as eu la réponse? Je l'ai eu assez rapidement. La Ville a été proactive là-dessus. Et la Ville, d'ailleurs, par la suite, on verra qu'ils se sont beaucoup impliqués pour faire annuler ces mandats-là. Mais... ça s'est passé peut-être en quelques semaines, j'ai eu les résultats. Je voulais dire, c'est 364 mandats d'emprisonnement de 2020 à quand? Oui, évidemment, on était en 2020. On était en 2022 quand j'ai demandé la donnée. Donc, en 2 ans. Et à partir de ce moment-là, la loi a changé. Tu n'as pas le droit de... Et par ailleurs, ces mandats d'emprisonnement sont-ils exercés? Et puis, est-ce que ces personnes-là ont été dûment signifiées? Parce que est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'aller devant le tribunal pour dire, non, emprisonnez-moi pas, voici, j'ai un moyen de défense qui est celui que je n'ai pas les moyens de payer? Est-ce qu'ils ont été signifiés, convoqués devant le tribunal? Et la réponse était non, de A à Z. En fait, 2 fois par année, la Cour municipale de Gatineau prenait tous les dossiers qui restaient, qui n'avaient pas réussi à collecter, les personnes qui n'avaient pas réussi à se faire payer, à saisir des biens pour rembourser le prix de l'amende. Et ils prenaient ces dossiers-là, puis en 6 minutes, sans procès-verbal, seulement un enregistrement audio, puis on a eu l'enregistrement audio, eh bien, il donnait quasiment comme un peu du rubber stamp, là, mais il donnait... En prison pour tout le monde. En prison pour tout le monde. Mandat d'emprisonnement, ça ne veut pas dire que tous ces gens-là ont été en prison, mais effectivement, il y a un homme qui a été mis en prison. Il y en a au moins 2 dont on sait. On sait pas combien au bout du compte. En fait, à ce moment-là, on ne savait pas au bout du compte combien il y en a qui avaient été emprisonnés, qui étaient alors en situation d'itinérance. Et
et au moins un homme, il s'appelait David Bonfond, il a fini par... L'aide juridique s'est mêlé de ça. Et c'est le pouvoir du journalisme. Et c'est un des plus beaux dossiers que j'ai couvert où je me suis senti le plus utile, à tout le moins. Mais quand j'ai sorti cette nouvelle-là, l'aide juridique s'est très intéressée. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut regarder s'il n'y a pas du monde emprisonné illégalement. Il y avait au moins une personne à Gatineau qui a été libérée par voie d'habeas corpus. Et cet homme-là était pour quelques milliers de dollars d'amende, je crois que c'était 6 000 $ à peu près, mais avait été condamné à 90 jours de prison, 3 mois, pour ne pas avoir payé quelques milliers de dollars d'amende, alors que c'était une incarcération parfaitement illégale. De toute façon, selon la loi avait changé pour se conformer à la jurisprudence qui était celle que c'est cruel et inusité que d'emprisonner quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer une infraction municipale. Il y a une action collective qui a été déclenchée au nom des personnes en situation d'itinérance qui ont été emprisonnées, action collective qui a été récemment autorisée. La Ville a par la suite fait annuler par voie de certiorari devant la Cour supérieure, a fait annuler 2000 mandats d'emprisonnement au bout du compte qui étaient irréguliers selon eux, puis ils ont demandé à la Cour de les annuler. Donc, ça a été vraiment, ce reportage-là, j'en serai toujours, et ça m'a fait m'intéresser encore plus aux enjeux d'itinérance aussi. Je m'implique encore aujourd'hui auprès d'organismes qui sont dans ce domaine-là parce que je vous parlais de cet idéalisme qui m'habitait au début de mes études en droit. Je regretterai jamais d'avoir suivi la voie du journalisme pour pouvoir un petit peu fouiller ce genre de questions-là. Et ça a été finalement une expérience extraordinaire que de travailler comme journaliste à ce moment-là. Question pour un peu plus de contexte. Ouais. Donc, tu as dit qu'il y avait c'est à mon tour d'utiliser un anglicisme, mais un recours collectif. Donc, la classe est constituée de combien de personnes, sais-tu? J'ai pas le chiffre exact. Je crois que... Mais on parle de quelques centaines de personnes au moins. Okay. Mais le chiffre est en constante évolution. Il faut savoir que ne serait-ce que pour rejoindre les personnes en situation d'itinérance qui n'ont pas d'adresse fixe et tout ça, c'est déjà un moyen dossier. Je connais bien les gens de la clinique juridique itinérante ici à Montréal qui ont récemment fait une bataille avec le cabinet Hustler qui avait accepté de prendre le mandat pro bono, mais pour empêcher le ministère des Transports de délocaliser des personnes qui étaient en dessous de l'autoroute Ville-Marie pour faire des travaux. Puis ils avaient gagné en injonction provisoire, interlocutoire. Je crois qu'ils ont fini par perdre au fond, mais il demeure que moi, ce que je me rappelle de ce qu'ils m'avaient raconté, c'était le fait d'aller récolter les témoignages de tout le monde. C'était déjà en soi, prendre une cause comme ça, c'était en soi un travail extrêmement difficile. Tu ne peux pas juste aller faire signer des affidavits à quelqu'un en dessous d'un pont. Là. Je veux dire, c'est de rejoindre les personnes, leur donner rendez-vous, les amener. Ça prenait des intervenants communautaires, ça prenait des travailleurs sociaux. Tout ça pour dire que ce genre de cause-là est très complexe à mener. Oui, puis c'est déjà dur quand c'est une cause traditionnelle. Si en plus de ça, c'est des personnes en itinérance, je peux imaginer comment c'est exponentiellement plus difficile de gérer la logistique de tout ça. Oui, exactement. Donc, Jury Pop. Ouais. Ensuite de ça, tu as fait le barreau, t'as commencé... C'est toi qui as fondé Novum, tu disais? Il était fondé avant, j'ai bâti l'équipe. OK. Ouais. Donc, un séjour chez Novum, tu deviens journaliste, puis là, qu'est-ce qui t'attend après le journalisme? Bien là, c'est ça. Alors là, je me suis rendu compte que j'avais 2 passions dans la vie, c'était le journalisme et l'entrepreneuriat en droit. Et mon partner de Jury Pop a fondé en 2018 Trivium, le cabinet Trivium qui est situé, maintenant on est dans 8 places d'affaires à travers le Québec, de Chicoutimi à Saint-Jérôme, et un beau cabinet de 120 employés, puis Marc-Antoine a toujours des idées, et là, je lui avais dit que ça me manquait un petit peu l'entrepreneuriat, que j'adore le journalisme, mais il me manque quelque chose. Puis
Il m'a dit, ben là, je suis justement en train de développer des nouveaux services et tout ça, puis je te verrai bien. Puis là, on s'est mis à discuter. Puis finalement, en mai dernier, donc mai 2024, j'ai fait le saut. Je suis rentré d'abord comme directeur des services intégrés et innovants chez Trivium. Et je suis maintenant vice-président stratégie et communication. Donc, essentiellement, mon rôle, c'est de développer des nouvelles offres de services de la R&D, puis de constamment être à l'affût un peu du marché, puis de voir quels sont les services dont les gens ont le plus de besoin et comment on peut répondre à cette offre de service-là. Donc, c'est un petit peu, je suis revenu à mes anciennes amours, un petit peu, c'est l'entrepreneuriat. On a vraiment des beaux projets. Je me suis rendu compte qu'on a conservé les valeurs qui nous animaient à la base chez Juripop. On les applique maintenant. On est rendu 60 professionnels à travers le Québec, 120 employés, dans une multitude de domaines de droit. On les fait à peu près tous. Et là, on est en train de développer justement une offre de service qui soit plus intégrée, qui va aller chercher d'autres compétences aussi, d'aller au-delà du droit dans la gestion des problématiques soumises par nos clients. Qu'est-ce que tu veux dire exactement au-delà du droit? C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de clientèle qui recherche. Par exemple, si tu as une succession à gérer, l'intervention du notaire est une grosse partie de la succession à gérer, mais il y a beaucoup de petites affaires autres que ce que le notaire peut faire pour toi, qui sont que tu vas avoir à assumer. Le liquidateur d'une succession, en général, va non seulement avoir à gérer le notaire, voir l'inventaire faire l'inventaire dans une maison, la gestion de la relation avec les héritiers qui peut ne pas toujours être facile. C'est des moments qui sont très délicats dans une vie, dans une famille, le moment d'une succession. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'aspects qui sont accessoires. Qui sont accessoires et qui, finalement, le liquidateur... passer au minimum là, pour un liquidateur, pour une succession simple, bien, selon les petits focus group que j'ai menés avec des gens qui venaient de passer à travers une succession, puis c'était pas des successions très compliquées, mais le liquidateur a pris 2 à 3 semaines de congé dans son année à coup de demi-journée, parce que c'est des enjeux que tu dois gérer de jour. Hein. Tu ne peux pas appeler la compagnie d'assurance juste le soir. Tu as des enfants à t'occuper, tu as une famille, tu as une vie. Alors, on part du principe, est-ce que tu aimes mieux prendre 3 semaines de congé avec tes proches ou 3 semaines de congé dans ton année à gérer une succession et tous les tracas administratifs qui viennent avec ça. Donc ça, c'est un exemple d'offre de service qu'on a mis en place et qui est en train de démarrer en ce moment. Ça s'appelle Trivium Succession. Et on est en train de consolider cette offre de service-là. Donc, on va passer on va s'occuper de la vente de la maison, vider la maison, tondre le gazon autour de la maison pour faire le home staging, son évaluation, l'évaluation de tous les biens, de manière à soulager le liquidateur de la charge mentale et qu'il puisse se concentrer sur ce qui importe vraiment, c'est-à-dire son deuil. Le deuil n'est pas un problème en soi, c'est tout ce qui l'entoure et tout ce que ça peut entraîner qui est un problème. Donc ça, c'est un exemple de service qu'on est en train de lancer, mais on a plein d'autres belles annonces dans les prochains mois. Très, très cool. Puis toi, ton rôle là-dedans, c'est de gérer ces projets-là ou de rédiger les offres? Comment ça fonctionne? En fait, la façon qu'on fonctionne chez Trivium, on est notre mode de gestion est corporatif. C'est-à-dire que comme vice-président stratégie et communication, je m'occupe de préparer l'ensemble du projet. C'est comme un incubateur, si on veut, de l'incuber. Et une fois qu'il est rendu à maturité, que petit projet est devenu grand, et c'est à ce moment-là qu'on va le transférer aux opérations de la compagnie, ce qui fait en sorte qu'on systématise un petit peu le développement à travers des principes de management éprouvés. C'est-à-dire que les opérations, c'est le cœur d'une entreprise. C'est comme l'analogie de l'usine, c'est la chaîne de montage. Et
tous les autres départements autour viennent en soutien aux opérations. Mais moi, mon soutien, c'est de développer les nouveaux projets et d'assurer les communications du cabinet aussi. Donc, de réseaux sociaux à gestion média, etc. Donc, ça rejoint un peu de toutes mes passions. Je continue à écrire aussi pour le journal du Barreau canadien. Là, j'ai pris une petite pause pour rentrer dans mes nouvelles fonctions, mais je compte m'y remettre cet hiver. Ça fait partie de mes résolutions. Donc, je continue à avoir un petit pied dans le journalisme quand même. Je ne l'ai pas quitté parce que je ne l'aimais plus, le journalisme. C'était pas ça. Mon cœur était partagé. Puis est-ce que tu as... parlant de cœur partagé, est-ce que tu as encore ce désir-là de promouvoir l'accès à la justice? Puis est-ce que tu as la chance de pouvoir faire ça chez Trivium? En fait, comment est-ce que tu vois ta relation par rapport à ça, maintenant que tu es chez Trivium? Oui, en fait, ça fait partie de ce que je suis en train de développer, dont je peux pas encore parler parce qu'on a des annonces à venir, mais je peux dire que ces valeurs-là nous animent encore puis qu'on est en train de structurer quelque chose qui risque d'être fort intéressant pour l'accès à la justice. Sinon, sur le plan intellectuel, je m'y intéresse encore beaucoup. Je continue à écrire. C'est encore ça fait encore partie de mon spectre de sujets que j'aborde dans mon écriture. Et voilà, oui. Et je trouve important... je trouve important de conserver ces valeurs-là, puis c'est des valeurs qui animent l'ensemble des employés de Trivium aussi. Il y a les gens qui travaillent chez nous, ça fait partie de nos valeurs, d'ailleurs, humanisme et engagement. On encourage les gens chez Trivium à s'impliquer dans la communauté. Des fois, je manque d'espace sur les médias sociaux pour parler des implications de l'ensemble de nos employés, parce que vraiment, ça anime... les gens viennent chez Trivium pour garder un équilibre d'implication et aussi de développement professionnel et pour travailler pour des entreprises d'ici, pour des gens... pour des gens aussi de la classe moyenne qui ont des besoins de services juridiques compétents, rigoureux, mais qui, en même temps, cherchent aussi à pouvoir mettre ça au profit de la communauté. Question pour toi. Ouais. Admettons que toute la compétition charge 250 $ de l'heure pour leur service juridique. Tu commences un cabinet et tu l'offres à 200 $ de l'heure. Est-ce que tu prendrais la position que tu es en train de promouvoir l'accès à la justice si tu fais ça? C'est une bonne question, parce que ça fait partie de nos réflexions aussi. Dans le fond, c'est ce qu'il faut regarder quand tu regardes l'accès à la justice, c'est quel est le revenu disponible d'une personne qu'elle pourrait consacrer à un problème juridique éventuel et ne nous leurrons pas, c'est quelque chose qui nous guette tous d'avoir un problème juridique, ne serait-ce que si tu te sépares puis tu as des enfants. S'il y a un moindre mésentente, bien souvent ça peut virer au chaos. Alors, quel est je ne crois pas que de dire nous, on charge 200, puis les autres, c'est 250. À 200 $ de l'heure, si tu gagnes 45 000 $ par année, comme personne seule, donc que tu n'as pas accès au service de l'aide juridique, je doute que tu aies 200 $ de l'heure de disponible. Ce n'est pas réaliste, surtout au coût de la vie aujourd'hui. Et cela dit, ça l'était... c'est souvent ce qui revient souvent comme adage chez les avocats eux-mêmes pour parler de l'accès à la justice, c'est je n'aurais même pas les moyens de mes propres services. Il y a beaucoup d'avocats qui disent ça un petit peu à la boutade, mais il y a un fond de vérité là-dedans qui est c'est très sérieux si tu as un enjeu juridique et que tu dois débloquer des fonds, c'est c'est où que tu vas aller chercher ces fonds-là? Est-ce que tu vas t'endetter pour faire représenter tes intérêts? Je crois qu'on doit présenter l'accès à la justice comme étant, et ça pour les professionnels du droit en tant que tel, c'est qu'est-ce que je peux donner, moi? Parce que c'est pas pour rien que les cabinets d'avocats non plus chargent des taux horaires élevés comme ça. C'est pas pour faire des profits absolument mirobolants toujours. C'est que ça coûte cher à exploiter un cabinet d'avocats. C'est pas une pratique qui est... c'est une pratique qui est dense,
qui a un gros besoin de rigueur. Les logiciels eux-mêmes, ne serait-ce que les logiciels de gestion peuvent coûter cher. Mais je veux dire, les dépenses s'accumulent vite. Ouais. Donc, c'est pas 200 300 qui va directement dans les poches de l'avocat. Là. Ça n'arrive pas comme ça. Alors, maintenant, la question, on voit plein d'exemples d'innovation autour de cabinets qui cherchent pas seulement chez Trivium, un peu partout dans la communauté juridique, puis un peu partout en Amérique du Nord, tu vois des cabinets qui cherchent des solutions pour qu'est-ce que je peux donner, moi? Qu'est-ce qui est dans la mesure de mes moyens dans mon cabinet? Quel modèle financier, quel modèle de tarification je pourrais utiliser pour donner de l'accès à la justice? Donc, je crois que c'est dans cette réflexion-là que doivent être les professionnels. Moi, je suis pas j'ai jamais été non plus dans la morale par rapport à ça. J'ai vu des avocats qui travaillaient extrêmement fort, mais pas la moyenne de salaire des avocats au Québec n'est pas non plus ce qu'on s'imagine. C'est pas tous les avocats qui gagnent 200 000 $ par année. Comme la distribution, c'est une altère. Il y a beaucoup de monde qui font pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de monde qui font comme tout le reste, puis ensuite, tu as beaucoup de monde qui font beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment intéressant de voir que c'est pas une distribution normale, les salaires des avocats. Non, c'est ça, exactement. Puis, donc, il y a beaucoup de mythes. Alors, j'ai jamais été dans la morale taper sur la tête, tu as les méchants capitalistes, puis tu as les avocats au bon cœur. C'est pas du tout ça. Tout le monde a le droit de gagner sa vie. C'est des jobs qui sont stressantes, c'est souvent des longues heures passées au bureau. Je suis toujours plus dans je crois que tout le monde a quelque chose à apporter à la communauté. Et dans le fond, c'est de définir qu'est-ce que tu peux faire, toi, au quotidien. Dans le fond, dans ton bassin, là, qu'est-ce qui est disponible chez toi comme avocat pour aider la communauté? Et il y a des exemples partout qui sont jamais publicisés et tout ça, mais des avocats, des professionnels du droit impliqués à travers le Québec, tu en as partout. Puis c'est souvent des implications invisibles, mais qui font la différence, d'énormes différences dans la vie des gens. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Le barreau a modifié son cursus professionnel. Quand tu es à l'école du barreau, maintenant, tu t'impliques dans une clinique juridique. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est important de rappeler d'où on vient, puis c'est quoi le rôle d'officier de justice que tu as comme avocat. Mm-hmm. Et moi, j'ai toujours été d'avis que une partie de ce rôle-là, c'est de défendre l'État de droit, défendre la démocratie, mais aussi de donner qu'est-ce que tu peux donner pour aider la communauté à avoir accès à la justice. Et ça, il faut saluer le barreau, l'école du barreau, d'avoir mis ça en place parce que non seulement ça va donner une expérience pratique à ces jeunes-là qui font leur stage, parce que souvent tu arrives sans avoir pratiqué dans un cabinet. La pratique et la théorie, c'est souvent très, très différent. Donc, ça va donner une expérience de pratique qui va être bénéfique sur le plan professionnel, mais aussi sur la communauté, qui va donner à des gens vulnérables. Donc, c'est un petit peu... C'était une longue réponse, hein? Ça répond bien, puis on parlait justement de ça avant l'entrevue, Émilie et moi. C'est quoi l'accès à la justice? Est-ce que, justement, le cabinet qui charge 200 $ de l'heure plutôt que 250 permet l'accès à la justice? Moi, ma position, c'est que oui. Mm-hmm. Tu le disais, la personne qui fait 45 000 $ par année n'a peut-être pas le 200 $ de l'heure de se le permettre. Mais la personne qui fait, disons, 100 000 par année pourrait se permettre le 200 $ de l'heure, mais peut-être pas le 250. Donc, certes, on n'est pas en train d'aider les personnes les plus démunies, mais il y a quand même un segment de la société qui ne peut pas se permettre les avocats plus chers. Puis, absolument. Ensuite, c'est quoi la mission que tu veux te donner dans la vie? Est-ce que c'est de donner accès à la justice aux personnes? Ça semble beaucoup moins poétique de dire ma mission, c'est de donner accès à la justice au monde qui font 200 à 250 000 $ par année, mais ça peut être une mission. De la même façon que la mission peut être de le donner aux personnes qui sont démunies et qui n'ont pas la chance du tout d'avoir accès. Absolument, et tout est relatif. Hein? Je veux dire, un entrepreneur qui a une entreprise qui vaut 5 millions de dollars, là, par exemple, mais qui est aux prises avec un problème juridique sérieux, je veux dire, ça va être encore une question de revenus disponibles. Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui est à ta portée pour avoir accès à des services juridiques? Et tu as raison dans ce sens-là de dire tout est relatif par rapport à la situation des personnes.
c'est une question que se posent beaucoup de gens dans la société. Et comme juriste, tu sais, tout le monde le fait un petit peu dans tous les cas. Tous les professionnels du droit modulent finalement leurs tarifs selon le revenu disponible de la personne. C'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, oui, mais même un petit peu au-delà de ça, quand tu vois quelqu'un tu sais, j'en ai connu des avocats qui ont coupé des heures, ouais, j'ai coupé un petit peu sur la facture parce que c'est vrai que ça va être cher pour lui. Puis, tout le monde l'a un peu fait quelque part parce qu'au bout du compte, c'est une relation intuitu personae, c'est une relation de confiance que tu établis avec quelqu'un, puis tout le monde a un cœur au bout du compte. Ça revient à ça. Là, je crois qu'on peut raisonnablement se dire que tout le monde, quelque part, va chercher à aider sa communauté d'une façon ou d'une autre. Si tout va bien. Si tout va bien. Exact. Avec toute ta belle expérience justement de gestion entrepreneuriale, puis tes nombreux projets, quel conseil est-ce que tu donnerais à un étudiant en droit en ce moment au bac qui chercherait aussi à faire un projet d'accès à la justice, un peu comme tu as fait avec Jury Pop? Je dirais, commence en t'impliquant. Tout commence par là. Du temps de Jury Pop, on recrutait jusqu'à 200 étudiants par année. Puis les implications peuvent être multiples et il y a des nouvelles règles maintenant qui sont en place pour donner aux étudiants l'occasion de plus de flexibilité dans leurs interventions qu'ils peuvent faire au sein de cliniques juridiques. Et c'est une pierre deux coups. En t'impliquant dans quelque chose, tu vas pouvoir raffiner tes propres compétences professionnelles et tu vas aider du monde qui est très gratifiant. Ça, c'est la première chose. Si tu veux partir un projet d'accès à la justice, qui est plus rendu là un projet entrepreneurial, regarde d'abord qu'est-ce qui est offert comme service. Je crois que ça vaut la peine de trouver, il y en a plein de domaines qui ne sont pas encore couverts par ça vaut la peine de trouver un domaine qui va te plaire, qui va te stimuler, mais qui n'est pas nécessairement occupé encore par un organisme, parce que le dédoublement des services, il n'y aura jamais assez d'organismes pour aider l'accès à la justice. Cela dit, il va pouvoir avoir si deux organismes font exactement la même chose pour la même population donnée et tout ça, ça peut donner lieu à des tensions qui ne sont pas nécessairement bénéfiques. Je crois à l'union des forces là, en général. Mais si tu veux partir d'un projet entrepreneurial, je te dirais attache ta tuque puis sois prêt à beaucoup travailler, par exemple. Mais ça, c'est un truc qu'on peut donner tant pour l'accès à la justice, mais que pour n'importe quelle start-up que tu veux commencer. Ouais. Est-ce que tu veux faire compétition à une compagnie qui fait déjà ça ou est-ce que tu veux trouver un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau que le monde veut acheter? Exact. Je pense que ton exemple était super bon tantôt avec Jury Pop. Tu as commencé ça, puis les gens se déplaçaient pour aller dans une autre ville. Ils venaient de Sainte-Adèle en transport en commun. Ça montre que le produit que tu offres est désiré. Maintenant, si tout le monde faisait ça, ça serait encore désiré. C'est juste que tu perdrais beaucoup d'énergie à faire de la compétition avec d'autres organisations, tandis qu'il ne manque pas d'opportunités, d'après moi, d'aider et d'innover. C'est sur le financement disponible, mais tu sais, si Jury Pop ou d'autres organismes, s'il y avait 4 fois plus de budget disponible pour l'accès à la justice, chapeau, là, partez-en autant que vous voulez. Il ne devrait pas avoir il n'y a pas de compétition à avoir en accès à la justice. Simplement qu'il y a une tarte, puis malheureusement, le financement n'est pas encore... le financement de l'accès à la justice n'est pas encore au niveau de l'idéal qu'on devrait avoir d'un État de droit, d'après moi. Je comprends. Puis pour les étudiants qui nous écoutent, s'ils ont des questions, de un, est-ce que vous recrutez chez Trivium? Puis de deux, est-ce qu'ils peuvent te contacter par LinkedIn ou par courriel? Ils peuvent me contacter LinkedIn, Facebook. Je ne sais pas si c'est encore utilisé chez les étudiants d'aujourd'hui, mais par courriel aussi. Chez Trivium, on est en période de recrutement actuellement. S'il y en a qui vous écoutent à l'Université de Laval, on recrute justement pour des stagiaires en droit qui viendront
pour notre bureau de Chicoutimi, donc à 2 heures de Québec, s'il y en a qui veulent aller expérimenter une magnifique région du Québec. Mais sinon, oui, on va ouvrir bientôt des postes d'étudiants. Restez à l'affût sur notre site web, ils sont toujours listés et on va avoir une présence plus accrue dans les universités à partir de l'année prochaine avec ce projet dont je ne peux pas vous parler encore. Ça marche. Pour des questions de timing, l'épisode va peut-être pas être diffusé demain. Donc, quand tu dis que tu es en train de rechercher du monde de l'Université de Laval, on parle de jusqu'à quand est-ce que tu vas être en train de les rechercher? Oui, sinon, j'avoue que c'est c'est la semaine prochaine qu'on est dans le recrutement. Mais c'est... donc, ouais, je sais donc pas on peut si... pas... on est toujours en recrutement un petit peu. Je le donnais comme exemple. C'est l'Université de Laval parce qu'il faut... On a des besoins à Chicoutimi en ce moment. Mais on a des besoins... on va avoir des besoins. Il y a toujours un enjeu de relève. Les départs... c'est une roue qui tourne, les départs à la retraite. Puis, donc, on est constamment à la recherche de nouveaux talents, ça, c'est sûr. Et à quoi est-ce qu'un nouveau talent peut s'attendre à travailler chez vous? On a mis en place des mesures on veut être un employeur reconnu pour la qualité de son milieu de travail. Les gens chez nous, les jeunes de moins de 10 ans d'expérience ont notamment accès à un groupe qui s'appelle la Brigade T. C'est un espace de discussion et de croissance professionnelle confidentielle, un endroit où les gens peuvent partager leurs expériences sans craindre que leurs commentaires puissent être retenus contre eux d'une façon ou d'une autre, ce qui donne, premièrement, un sentiment, une collégialité entre les collègues qui est vraiment très efficace. Ça permet de ventiler sur des fois une job qui peut être stressante. Comme jeune avocat, tu peux être stressé puis tu peux des fois se sentir au dépourvu. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens soient à l'aise de parler des problèmes qu'ils rencontrent et surtout qu'on soit dans un esprit de construction, dans un esprit constructif pour faire en sorte qu'ils soient le plus heureux au travail possible. On sait qu'un avocat ou un notaire qui est heureux au travail, ça va être un avocat qui va être meilleur dans ses dossiers. On a des bonnes mesures de conciliation travail-famille aussi et on est en train de développer des programmes de mentorat, des programmes on donne accès à beaucoup de formations de leadership et beaucoup de formations juridiques pour qu'ils se sentent accomplis dans leur job. Notre objectif, c'est d'assurer une rétention la plus efficace possible de nos gens à l'interne. Puis, ces mesures-là sont mises en place en continu et on voit les effets positifs de ce genre de mesures-là au sein d'un milieu professionnel. On est très fiers de ce qu'on a mis en place. Je comprends. Puis, comme tu as dit, vous opérez dans plusieurs différents domaines de droit. Ouais. Donc, qu'un étudiant soit intéressé à faire du droit familial, droit du litige, de la construction, t'es là. On a ça. Droit municipal, on a droit des affaires, beaucoup de clientèle d'affaires. Tout est sur le site web. Il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être très intéressantes, franchement stimulantes chez Trivium. Très, très cool. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Ça a été vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé pouvoir te poser toutes ces questions-là. Moi aussi. Vous avez une belle écoute. C'était vraiment agréable. C'est le fun de parler avec des collègues.